Ah. On est arrivé à Kouf Tet Vav. Aussi à dire la fois Shlema Mira de la. Myriam Rachel Bat Rabaest. On va reprendre une ligne, c'est tout à fait en bas de la page Kouf Tet Vav. Kouf Tet Vav Amoud Bet. Kouf Tet Vav, vous y êtes? Ok, on est l'avant-dernière ligne, la fin de la ligne. Tanu Rabbanan, Vayi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe Parasha Zu, Asala Hakadosh Baruch Hu Simaniyot, Melemala ou Lemata. On avait parlé de ça avant, que c'est ce verset, Vayi bin Soa Haaron, dans la Torah, il y a des parenthèses. Et c'est comme les parenthèses, c'est des crochets. Au début, il y a un crochet au début du verset, un crochet à la fin. Pourquoi? C'est exceptionnel. Et ça, Simaniyot, mais les malades, les matas. L'omar, pour nous indiquer, en haut de la page suivante, She'ein ze mekoma, pour nous dire qu'en fin de compte, ce n'est pas l'endroit naturel de ce verset. Rabbi Omer, l'homin Hashem Huze, Rabbi n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas la raison. Oui, c'est l'endroit de ce verset, mais alors pourquoi les crochets? Parce que, bizarrement, ce verset est considéré comme un Sefer Torah en lui-même. Redonne le verset en entier. Pardon? Le verset en entier. Tu veux que je te le lis? Oui, volontiers. Vayehi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe Kuma Adonai Vayafutsu Oivecha Vayanusu Mesanecha Mipanecha. Ça veut dire que quand le Aaron va bouger, Moshe va s'adresser à Hachem, il va dire Kuma Hachem, lève-toi Hachem, et en conséquence, Yafutsu Oivecha, tes ennemis vont se répandre. Et ils vont s'enfuir, ceux qui taïsent, maintenant, j'avais parlé très vite, qu'est-ce que ça veut dire que c'est considéré comme un Sefer Torah en lui-même? Parce que si vous prenez Sefer Bamidbar, oui, on constate que le début de Sefer Bamidbar, jusqu'à ce verset, ça nous enseigne en fin de compte des lois, ou des conditions que quand Am Israël les applique, alors on a maintenant une société, disons, idéale selon la Torah. Et ce verset, c'est la conséquence. Maintenant que tout est en place et on applique toutes ces conditions qui ont été expliquées. Alors, je vous dis, par exemple, de Galim, l'emplacement des tribus, super important. L'idée des drapeaux et l'emplacement, ça veut dire que chacun ici sa place. Chacun ici sa place, il est rangé et après, il y a plein de trucs. L'idée de le Metzora qui doit quitter les nuages, il est mis en dehors du nuage, c'est l'idée de Kedusha, de garder, préserver la Kedusha dans l'encampement. L'idée de Ben Soré Omoré, respect pour les parents, l'idée de choses là, le Nazir, de ne pas se laisser entraîner par nos envies. L'idée de... Il y a plein de trucs. Sota, l'idée de fidélité entre un homme et une femme, que quand tous ces aspects s'appliquent, alors là, le résultat que personne ne peut, comment on dit, se dresser contre nous. C'est impossible. On est tellement branchés que ça, c'est Vayi bin Soa Aaron, et nos ennemis s'enfuient. Alors, de ce point de vue, ce verset, il est considéré comme un Sefer Torah en lui-même. Il est tellement important. Mais il y a une autre explication qu'on va voir tout de suite. Pourquoi elle est là? Comme on a dit au début, parce que ce n'est pas sa place. Si ce n'est pas sa place, pourquoi c'est là? On va voir. Encore une fois, deuxième ligne. Ela mipnei shesefer chashuv bifnei atzmo, keman az laha, d'amar Rabbi Shmuel bar Nachman, amar Rabbi Yonatan. Comme qui va cet enseignement? Chatzva amudea shiva. Ce verset, il vient de Michelet.
Ça veut dire que Chatzva, il a découpé ses poutres en 7. Il y avait 7 poutres, il y a des poutres qui consistent de 7. Eilu Shiva Sifrei Torah. Ça fait allusion à 7 livres de Torah. Donc c'est quoi les 7 livres de la Torah? C'est Bereshit, Shmot. On arrive à Bamidbar, on est 3. C'est un Sefer Torah avant le verset et tout ce qui vient après le verset. Parce qu'après le verset, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes les fautes, les transgressions. Au lieu de s'être branché comme il fallait, il y a 3, Bamidbar consiste de 3 Sefer Torah. Après, on ajoute Dvarim, on arrive à 7. Eilu Shiva Sifrei Torah que Rabbi. Maintenant, Man Tana de Palig Alain de Rabbi. Qui est celui qui s'oppose à cette idée, qui n'est pas d'accord, et qui dit en fin de compte que ce verset, il est là parce que il a été pris de son endroit naturel, il est transposé et mis là. C'est qui? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. De Tanya Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Atida parasha zu sheteaker mikan. Il dit dans le futur, ce verset, encore une fois, on va la sortir de cet emplacement. Mikan vetikatev bimkoma. Elle va être remise dans sa place naturelle. Velama ktavakan. Alors pourquoi elle a été mise ici? Apparemment c'est temporaire. Que de lahafsik ben Puranut Rishona, les Puranut Shnia, pour créer une séparation, l'afsik, entre Puranut, ces deux pas tragédies, ou deux punitions qui nous ont été, qu'on a reçues à cause d'un comportement pas bien. On vient de dire qu'il y a eu d'abord les bénédictions. Pardon? On vient de dire qu'avant ce passo, il y avait des bénédictions. Oui. Et que c'était la société idéale. Oui. Mais maintenant, on vient de dire pour. C'est pas, non, c'est qu'il y a une allusion à une faute, le verset précédent. C'est seulement le verset précédent. J'ai dit, à partir de Bamidbar au début, jusque ce verset, c'est les conditions qu'il faut mettre en place. Tout ce que je vous dis, c'est ces conditions qu'il faut mettre en place pour créer une société idéale. Une fois que la société idéale, à Pia Torah, elle est mise en place, tu as Vayi Binso Aaron et tous les ennemis sont fuis. Mais le verset avant, il y a une Puranut. On va en parler de quelle Puranut, et tout de suite après, il y a une Puranut. Alors, la Gemara explique. Vous savez quoi? Peut-être on va juste regarder un truc là, un Rashi. Le Rashi qui dit au début en haut de la page, She'ein ze mekoma, c'est pas l'endroit naturel de ce verset. She'eina re'uya lekan, elle n'est pas censée être ici. De lav bahalichot masaot mishtayel le'el mina, parce que on n'est pas en train de parler comment on dit, le voyage des camps. On n'est pas en train de parler de ça. Et lui, ce verset, il parle de ça. Et la bête de Galim, ça aurait dû être écrit dans le premier chapitre de Bamidbar, qui parle de l'emplacement des tribus et où chacun était positionné avec les drapeaux. Aval bête de Galim, haïta reouya likatev parashat Bamidbar Sinai. On saute sur quelques rachis. Non, on ne saute pas. On retourne à la Gemara. La Gemara va expliquer maintenant quels sont les Puranuyot dont fait allusion la Gemara. Ben Puranut Rishona et Puranut Shnia. Puranut Shnia. Là, d'abord, bizarrement, la Gemara s'adresse. Quelle est la deuxième Puranut? Maïhi. Vayahi ha'am que mitonanim. C'est écrit tout de suite après que le peuple s'est fait comme mitonanim. C'est intéressant. Ils se sont fait comme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment une bonne raison de se plaindre, mais ils ont tout de même, ils ont comme inventé une raison de se plaindre. Quelle était la plainte? Parce que ils se sont plaints du voyage. Ça, on marche, on n'est pas encore arrivé en Israël, on a marre. Et ils ont commencé à se plaindre, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais et ça c'était une Puranut. Puranut Rishona, la Puranut avant,
Vayisu mehar Hashem. C'est simplement écrit qu'ils ont quitté Har Hashem, la montagne de Hashem, Har Sinai. Vamar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on voit une allusion à une pouranout? Chez Saru Me'achere Hashem. Qu'ils se sont déviés de la volonté divine. Maintenant, regardons un Rashi, le Rashi qui dit Me'achere Hashem. Vous voyez le titre du Rashi, Me'achere Hashem. Betor shlosha yamim le masa'am, hitavu asafsuf ta'ava, litre'em ala basar, kedei limrod bakadosh baruch. C'est intéressant ce Rashi. Il dit que le asafsuf c'est le erev rav. Alors ils ont eu une envie, hitavu asafsuf ta'ava, mais une envie de faire quoi? Pas pour la viande. Une envie de se rebeller contre Hachem. L'itre'em, à la bassa, ils se sont plaints sur la viande. Pourquoi pas? Pourquoi? Que des limrod, bakadosh baruch. C'est pas simplement un truc spontané. Oh, on en a marre, il n'y a pas de viande et tout le temps on mange du man. C'est une occasion. Et c'était une occasion de se rebeller contre Hachem. Voilà. C'était une occasion de se rebeller contre Hachem, le fait qu'il n'y a pas de viande. Il y a une question de base. Oui. En tant que juif, Oui. moi je me pose la question, qu'est-ce qui est venu faire sur Moshe Rabbeinu, ils ont profité de Moshe Rabbeinu pour sortir. Mais il fallait que Moshe Rabbeinu les jette. Pourquoi ils ont gardé dans le peuple? C'est eux qui ont mis le peuple sur ma côté. Parce que... Pourquoi ils appellent pas les... Bonne question. Pourquoi, elle demande pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu... Pendant l'histoire juive, le Erev Rav a fait énormément de problèmes. Et comme je vous ai dit une fois, un des buts de Gog et Magog, c'est d'éliminer le Erev Rav. Un des buts de Gog et Magog, c'est pendant cette guerre, on va éliminer le Erev Rav. Mais en attendant, ils ont fait beaucoup de... Alors pourquoi Moshe Rabbeinu les a acceptés? C'était pas l'idée d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a compris que l'idée de la Torah, c'est de descendre jusqu'en bas et de sanctifier et de faire monter. Donc, en gros, les âmes, la Torah, elle descend tous les mondes jusqu'on arrive dans ce monde-ci qui est très matériel, qui est très caché. Et attends, je te réponds. Pour rectifier et pour faire monter. Alors, il a dit la même chose, ces gens, ils sont bas. C'est des gens qui sont à un niveau spirituel très bas. Mais il a espéré que peut-être c'est la volonté divine de prendre ces gens qui sont à un niveau très bas et de les élever à travers la Torah. C'était comme ça qu'il a conçu les choses, il me semble. Mais il a eu tort. Il avait un certain travail pour s'occuper de... C'est pas lui qui leur a demandé de venir. Eux-mêmes, ils ont demandé de s'attacher. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne les a pas renvoyés Ah non, c'est trop tard. Quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas fait un tri. Toi tu veux pas. Il faut tout de même préciser un truc important. Que selon Chazal, il y a 80% du peuple juif qui n'est pas sorti d'Égypte. Ils se sont mélangés. Ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Et ils sont morts dans Makat HaChosher. Et quand eux, ils ont vu Moshe Rabbeinu qui s'est présenté, ils ont dit ce type, c'est un Meshichisti. Un juif messianique, à toutes ces histoires d'aller et on veut tout ça, c'est pas rationnel, c'est pas cartésien, c'est pas normal, c'est pas terre à terre. Et bon, on reste ici. Et ils sont tous morts. Si tu as des gens, en dépit de tout ça, qui néanmoins ont tenu à se joindre à cette aventure et de sortir, alors c'est déjà un mérite en quelque sorte. Il ne va pas dire non, on va faire le tri, toi oui, toi non. Tout le monde, tous ceux qui veulent sortir, ils sortent. C'est comme ça qu'il a... Mais je ne sais pas, pour tout te dire, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Comment ça s'est passé exactement? Ils n'ont pas eu le temps de faire un tri. C'était tchic-tchac, c'était presque inattendu. C'était du moment à un moment à l'autre. Ils ont même le Patsek n'a pas eu le temps de l'Itfoir. Comment s'est passé le Kriyat Yaam-Souf pour eux? Parce que c'est écrit Ayam lehem kechoma miyuminam umismolam. C'est écrit 2 fois dans le texte que la mer s'est dressée comme une choma, un mur. Un endroit c'est écrit choma au début avec un vav. Un autre endroit c'est écrit chema sans le vav. Et le Gaon de Vilna il dit pourquoi ce changement? Parce que le mot chema c'est colère. Et il y avait comme si la mer s'est mise en colère
qu'elle est en train de de participer à un miracle pour des gens qui ne méritent pas. ne méritent pas. Alors, ça veut dire qu'il y a Rachidi, dans le plus haut de la tour, il y avait des gens qui ont attendu, ils ont dit, on va seulement rentrer dans la mer une fois qu'on voit qu'il y a du sol qui est tout, et avant on ne rentre pas. Donc il n'y avait pas d'émouna, il n'y avait pas de bitachon. Mais néanmoins, tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Quand on est associé à Am Israël, le fait d'être associé à Am Israël, même si au niveau personnel, on n'est pas au niveau, on a le mérite d'être, on profite de la Yeshua d'Am Israël. De toute façon, pour retourner à la Pouranout, regardez le Tosfot. Pouranout Rishuna Veyisu, en haut de la page, Amar Rabbi Chanina Shesaru Me'achar Hashem. Piresh Bekuntras. Rashi a expliqué, Shema'az Hitrilu Lishol Basar. Rashi a donné l'explication qu'ils ont commencé à se plaindre du man et de demander de la viande. Ve'omer ri, de Ein Rabbi Yitzchak, de Ein Nir Eli, ou Ein Niralo, Ken. Elle a Pouranout Rishuna que de Amar Bamidrash. Il cite le Midrash qui dit, Veyisu Shenasu Mehar Sinai, Derech Shloshet Yamim, Ketinok Hayotse Mi Beit HaSefer. שבורח לו והולך לו, כך היו בורחים מהר סיני דרך 3 ימים, לפי שלמדו הרבה תורה בסיני. אמר הקדוש ברוך הוא, donc, Tosfot, quelle est l'explication qu'ici du Midrash? Qu'après toute la Torah qu'ils ont appris, ils ont quitté Har Sinai comme des écoliers qui quittent l'école. Ils étaient très enthousiastes de quitter. Ça, c'était une pouranout. Vous savez quoi, cet enthousiasme de quitter? Il y a une halakha qui dit que quand un juif il va à la Beit Knesset, il faut se précipiter. Il faut se précipiter pour exprimer le fait qu'on est enthousiaste d'aller à la Beit Knesset. Tandis que quand on quitte la Beit Knesset, on est censé de marcher lentement pour exprimer le fait qu'on n'est pas content de quitter. Eux, au contraire, apparemment, ils ont quitté avec une allégresse et il y avait cet esprit. Il y a quelque chose de psychologique qu'on peut comprendre. Quand ils étaient au Har Sinaï, ils étaient en état de sainteté. Ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas pu supporter ça. Je vais vous partager un secret intime, à condition que ça reste entre nous. Vous promettez. Mais il y a des fois le Shabbat, moi c'est Shabbat, c'est pas Shabbat. Mais il y a des fois, surtout quand le Shabbat est très long, que, bien sûr, comme j'adore le Shabbat, il n'y a pas de mots à expliquer, mais bienvenue le Chol. On est et j'écoute les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Shabbat et tout ça. Et il y a, quelquefois, je me dis dans moi-même, qu'est-ce que c'est ce truc que tu ressens? C'est comme si tu ressens une joie. Shalom. Le Shabbat est fermé. Maintenant, le Chol. Alors voilà, c'est un petit peu la même idée qu'une âme, apparemment, ça dépend de l'âme, évidemment. Mais quand elle reçoit la Kedusha, il y a cette idée que ça dépend de l'âme, du niveau de l'âme. Mais apparemment, il y avait ce problème que Am Israël, Har Sinai, ils ont eu c'était un peu trop pour eux. Et quand ils ont quitté avec enthousiasme qui considère comme une pouranout. Donc, il y a eu besoin de couper entre une pouranout et l'autre, parce que sinon, c'est une pouranout qui suit après une autre, ça fait très mauvais. Donc, Akadosh Baruch Hu a pris un verset, selon la première opinion, qui n'est pas à sa place, qui est censé être Parashat Bamidbar, il a transposé, il l'a mis ici pour simplement interrompre entre les deux pouranouyot. Ça, c'est une explication, tandis que Rabbi dit non, pas du tout, rien à voir. Elle est là parce que c'est considéré super important et c'est considéré un Sefer Torah en lui-même. Ça, c'est les deux explications. On retourne à la Gemara. ואמר רבי חמא ברבי חנינא שסרו מאחרי השם. והיכן מקומהו est la place naturelle de ce verset. Amar Rav Ashi, je suis dans la Gemara, Amar Rav Ashi Bedgalim, dans la section de Bamidbar qui traite des drapeaux et du voyage du camp. Ibaïlehu. Maintenant, on demande la question suivante intéressante. Hagilyonin shel Sefer Torah matzilin otan mipnei hadleka ou ein matzilin otan mipnei hadleka. C'est quoi Gilyonin? C'est le parchemin qui est, comment on dit, il n'y a pas d'écriture, il est... Vierge. Oui, le parchemin vierge de la Sefer Torah. Est-ce qu'elle a une kedusha?
Et est-ce que ça veut dire qu'on s'est obligé de la préserver, la sauver du feu ou pas? Ok. Alors, il y a un Rashi. Il y a un Rashi qui dit... où est-ce qu'il est le Rashi? Gilyonim. Klafim chalakim. C'est le parchemin qui est... Comment on dit chalak? Non, pas lisse ici. Séparé. Non, il n'y a pas d'écriture. Un parchemin, il n'y a pas d'écriture. Hein? Vierge. Ok. Un parchemin vierge. Rashi dit qu'apparemment, ici, on pense que la question s'adresse à chaque morceau du parchemin où il n'y a pas d'écriture. Que gon chalak chez les mala, chez les mata, chez nimchak ktavo, benasa chalak. Rashi dit apparemment, on parle d'un cas où l'écriture s'est effacée, c'est un vieux Sefer Torah. L'écriture maintenant, il est plus visible, mais il y a tout de même le parchemin qui reste. Est-ce que ce parchemin, il a une kedusha qui nécessiterait de le sauver d'un chose? Juste pour préciser, pour ceux qui n'étaient pas là, quand on parle de sauver des écrits, des Kibbutz Kodesh, on parle de transgresser un interdit de Rabbanan. Parce que c'est évident que s'il n'y a pas d'interdit, bien sûr, il faut essayer de les sauver d'un feu. Mais on parle ici, on est dans une cour, il n'y a pas de Eruv Chatzerot, ou il n'y a pas de Shitufei Mevorot, il y a un interdit de Rabbanan de transporter un objet de la maison jusque dans la cour, et vice-versa. Et ici, exceptionnellement, pour sauver les Sifrei Torah, on transgresse l'interdit de Rabbanan. C'est ça. S'il y avait un interdit d'Oraita, on ne peut pas les sauver, on les laisse brûler. Ok, Ça m'a fait penser à quelque chose, mais si on est dans un grand séjour, qu'il y a un Sefer Torah qui est en train de brûler, est-ce qu'on peut, quand il risque de brûler, qui commence à brûler, on peut l'éloigner de la source de feu? Bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment le fait de sortir... de faire sortir un objet, même un Sefer Torah, de la maison jusque dans la cour. Il n'y a pas d'Eruv. Normalement, c'est interdit. Alors là, on te dit c'est permis, exceptionnellement, pour sauver le Sefer Torah. Mais seulement parce que c'est un Sefer Torah. On avait dit avant, s'il était traduit, quel est le din, et s'il est qu'on lit le Shabbat, qu'on ne lit pas le Shabbat. On l'a vu ça avant. Amar Ravash et Non, parce qu'en fait, en déplaçant un objet, on risque d'éteindre un feu. Pourquoi? Je n'ai pas compris le scénario. Si le Sefer Torah commence à brûler, ça m'a pas autour de lui commence à brûler, il est où? Dans une cour? Dans la cour? Dans ton séjour à toi. C'est quoi ton séjour? Dans la salle à manger. Ah, tu veux le déplacer d'une pièce à l'autre? Oui, de l'éloigner. Et tu dis qu'il est en train de brûler? Le mappa est en train de brûler, il risque de le brûler, mais en le prenant, on risque d'éteindre le feu. Ah, je sais pas. Tu enlèves Je sais pas. Parce que non, le problème est le fait de simplement déplacer un objet dans un lieu qui est presque un lieu non couvert par un héros, ou le fait de risquer d'éteindre un feu. Non, c'est pas ça. Non. Et on avait vu le Tosot qui avait dit, le Tosot a parlé de ça, que il y a un risque, quelquefois, que si tu permets à quelqu'un de sauvegarder les objets, alors il dit il peut sauver, et là il risque d'oublier, d'avoir un moment d'inadvertance et d'éteindre le feu. Et donc on nous dit que c'est pour ça qu'on ne peut pas, quand il y a un risque de... qu'est-ce qu'il a dit de tout? On peut le lire très vite, le tout, ça vaut la peine. Comme ça, regardez Kouf Tet Vav Amud Aleph. Juste, on regarde très bien le Tosfot. Kouf Tet Vav Amud Aleph, en haut de la page. Kol Kitve HaKodesh Matzilin Otam Mipnei Adleka. Vous voyez, en haut de la page. Kouf Tet Vav Amud Aleph. Omer Rabbeinu Tam, de Kula Hai Pirka. Tout ce chapitre, Ayrik Shenafla Adleka Beoto Bait ou Beoto Chatser. On parle d'un feu qui s'est déclenché dans la même maison ou dans la cour. De Kevan Sha'esh Sham Vadai Bahulhu. Alors comme le feu est là, alors le type il panique, il est stressé, Bahul. Et si tu lui permets de déplacer le Sefer Torah,
Ate le kabouye, il risque, comme il est dans cet état de panique, d'éteindre le feu. Que de meferesh bagmara. Aval, naflad leka bebait acher, mutar latzil hakol. Mais si le feu, selon Tosfot, il n'est pas dans ta maison, il est dans une autre maison dans la cour, et il y a un risque que le feu va se répandre, arriver à ta maison, là tu peux faire sortir tout. Tu fais sortir quoi tout? Même un Sefer Torah qui était traduit, et même quelque chose, on a vu là, même si on parle de siffrés rishonim vachonim qui sont imprimés sur du papier, il n'y a pas de risque, le type il va dans une panique et éteindre le feu. Mais C'est-à-dire, selon Tosfot, si dans ta maison il y a du feu qui n'a pas encore atteint le Sefer Torah, tu n'as pas le droit de le sortir? oui, alors c'est justement. Non, selon Tosfot. Non, c'est de ça que parle le chapitre quand on nous dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sortir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sortir. Et il y a une sévérité ici. Ça, tu peux pas, ça, tu peux pas, ça, tu peux. Alors, pourquoi ça, tu peux pas? Pourquoi pas simplement à cause de ça? Mais il dit, tous ces interdits dont on parle ici dans ce chapitre, c'est seulement dans la situation où le feu est chez toi, ou dans la cour elle-même. Mais s'il est éloigné de toi, tu ne vas pas être baoul, il n'y a pas de raison que tu ne vas pas faire sortir tout. Ah, si le feu il a déjà commencé à brûler une partie du Sefer Torah. Non, je préfère pas parler, c'est trop déprimant. On va reprendre la Gemara. La Gemara dit encore une fois ces questions sur le parchemin lui-même. Alors je répète la question. Ibay lehu, agil yonin, shel Sefer Torah, matzilin otan mipnei adleka ou ein matzilin otan mipnei adleka. Tashma, Sefer Torah, on avait dit avant, Sefer Torah chez Bala, qui est très usé, qui est très vieux. Im yesh bo lelaket 85 otiyot, que gon parashat vayi bin soa haaron matzilin. Veim lav ein matzilin. On avait vu ça avant, que si un Sefer Torah est tellement vieux que toutes les lettres ont été effacées, il y a tout de même 85 lettres qui restent. Pourquoi on avait dit pourquoi 85 lettres? Parce que ça correspond au nombre de lettres dans ce fameux verset vayi bin soa haaron, qui est considéré lui-même comme un Sefer Torah. Et il consiste à 85 lettres. Donc, même si c'est d'autres lettres, et même s'ils sont répandus dans tous les Sefer, s'il y a au moins 85 lettres qui restent, ça conserve son statut de Sefer Torah, tu peux le sauver. Sinon, non. Ou le nom d'Hachem. Ou des noms d'Hachem. Il a fait, René. Impressionnant. Il est en forme. Il est toujours en forme. Et la Gemara dit, Ve'emai, tipok la mishum gilion. Pourquoi on assis sur les 85 lettres? Si le parchemin lui-même, il avait une kedusha. Alors, tu peux faire sortir, tu peux sauvegarder le Sefer Torah à cause du parchemin. Tipok le mishum gilion d'idée. La Gemara dit bala shine. Il dit c'est différent parce que si tu parles d'un Sefer Torah qui est usé, ça veut dire que pas seulement les lettres en sont usées et effacées, mais même ce qui est sous les lettres, le parchemin lui-même, il est usé. Donc on ne parle pas de ce cas. Tu ne veux pas dire, ce n'est pas une réponse vis-à-vis du parchemin. Le parchemin lui-même, il est usé, donc il a perdu son Sefer. Tashma, Sefer Torah shenimchak, maintenant c'est différent. Ce n'est pas usé, c'est simplement pour une raison ou une autre, les lettres sont effacées. Sefer Torah shenimchak, im yesh bo lelaket 85 otiyot, כגון פרשת ויהי בנשואה הארון מצילין, ואם לאו אין מצילין. Encore une fois, le critère est, bon, tu me dis la plupart des lettres ont été effacées, s'il reste 85 lettres, tu peux le sauver, sinon non. Ve'amai, et pourquoi? Tipokle, tu devrais pouvoir apprendre, Meshum Gilayon d'idée qu'à cause de la kedusha du parchemin, ce serait suffisant pour le sauvegarder. Et la Gemara répond, Makom aktav lokami baili. Il dit comme ça que c'est intéressant que le parchemin sur lequel on écrit, alors, la kedusha de ce parchemin, il est tellement secondaire qu'il a vis-à-vis du texte, il n'est pas important. Le parchemin sur lequel on écrit, alors comme il est tout à fait secondaire au texte, c'est comme s'il n'avait pas d'importance. Nous, on parle du parchemin sur lequel il n'y a pas des écrits, il n'y a pas de texte, la Torah. Le parchemin qui est en haut, qui est en bas de la page, un début de Sefer Torah, le début de Sefer Torah, il y a toujours un morceau du parchemin qui est chalak. À la fin aussi, on parle de ça.
C'est pour ça, Makom Aktav Lokami Baili. Regardez juste le Rashi. On n'a pas dit tout à l'heure que le parchemin, ça représentait une importance. On demande justement, est-ce que c'est suffisamment kadosh pour nécessiter, nous obliger de sauver le Sefer Torah? C'est ça qu'on essaie de répondre. À ça, on essaie de répondre. Regardez le Rashi, Lokami Baili. Vous voyez, Lokami Baili de Vadaï Migra Gara. Ben, c'est évident que le niveau de ce texte, à côté des lettres, il est en bas, de qui Kaddish, mais Ikara, Lav Leshem Gilayon Chala Kaddish, El Adata de Ktav. Parce que quand ces pages de Sefer Torah, ces parchemins sont devenus Kadosh, ce n'est pas du tout à cause du parchemin, c'est à cause du texte. Alors là, le parchemin, il est mis de côté en quelque sorte, il n'y a pas d'importance. Une fois que l'écriture n'est plus là, Paka, mais Kedushate, c'est que la Kedusha a quitté tout, y compris la page. Entre parenthèses, ça, à moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Lot. Lui, il a dit que quand il a été sauvegardé de Sodome, il dit surtout, je ne veux pas rejoindre Abraham. Je veux, disons, enseigner une petite fille à côté ici. Pourquoi? Parce qu'il a senti que si lui, il va être à côté d'Abraham, il va être considéré sans importance à côté d'Abraham et il va perdre ses mérites. Tandis que si lui, il est tout seul, pas avec Abraham, là, il assume vis-à-vis des autres autour de lui plus d'importance et il a plus de mérite. Bref, c'est un petit peu la même idée avec cette idée de parchemin. Mais nous, encore une fois, la Gemara demande, on parle d'un parchemin qui est en haut. Et ben, on retourne au texte. Makom aktav lo kami baili, de ki kadosh agav ktav hu de kadosh. Azal ktav, une fois que l'écriture est partie, azlala kedushate, la kedusha aussi a quitté.